La sensation de faire découvrir un livre, cette diffusion-là, moi, c'est une des missions que je préfère accomplir. Tu fais un travail exceptionnel, tu mets en avant les livres à la fois sur les réseaux et aussi à la télé. Pour des gens même qui peut-être disent que la lecture n'est pas pour eux, parce que vieux trauma d'école. Oui, mais le manga, la romance, la dark romance, c'est pas de la vraie culture, c'est de la sous-culture. Ce qu'il faut faire de ces livres-là qui ont des visions problématiques de minorités. Ça m'a aussi mis face à ce que j'avais lu, et j'ai réalisé que j'avais lu surtout des blancs et surtout des hommes. Comment on fait aujourd'hui quand il y a J.K. Rowling qui dit des dingueries? Moi par exemple, Proust, j'y suis pas encore arrivée. La seule fois où vous allez me jeter des trucs à la gueule, c'est ça? Non, lui. Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans notre rendez-vous au 19 en compagnie évidemment de mon ami Raphaël Saint-Georges. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Nickel. Et de Ambre Chalumeau qui nous fait le plaisir de venir aujourd'hui pour à la fois parler de son roman Les Vivants chez Stock et de l'histoire géniale de 20 livres cultes, liste de lecture, c'est ça, qui sont Exactement. en fait une reproduction des podcasts que tu as fait? Oui, mais en version considérablement augmentée. Ok. En fait, je voulais vraiment pas faire, avec de gros guillemets, juste un podcast qu'on aurait imprimé et mis en vente. Je voulais vraiment qu'il y ait une valeur ajoutée évidente. Et donc, il y a une valeur ajoutée déjà qui est celle de l'image par rapport au podcast. On a tout illustré. Et comme c'est des auteurs et autrices qui ont souvent des pures gueules, c'est cool d'avoir les visages quand on en parle. C'est vrai. Et surtout, j'ai tout rallongé. Tout ce que j'avais comme chute, que j'ai pas pu mettre dans le podcast, je les ai mises. Et aussi, j'ai fait beaucoup de recherches en plus. Je suis allée déterrer plein d'interviews que j'ai pu mettre pour étoffer. J'ai rajouté aussi des rubriques thématiques, des bonus. Enfin, je me suis vraiment éclatée. Donc oui, c'est inspiré du podcast, mais c'en est vraiment la version déployée, et augmentée, et illustrée, et XXL Premium Gold Plus. Voilà. Menu maxi best-of. Exactement. Supplément bacon. Note. Je suis très content que tu sois là avec nous. Je Moi suis aussi, ce que merci. tu fais depuis longtemps. Tu fais un travail exceptionnel. Tu mets en avant les livres à la fois sur les réseaux et aussi à la télé. Tu fais vivre la littérature chez les jeunes. Tu partages des valeurs qui me sont chères et rien que pour ça, je suis très content qu'on puisse discuter ensemble. Ton livre est vraiment très intéressant. Je l'ai survolé sur plein de livres que je connaissais pas. La manière dans laquelle c'est écrit, c'est vraiment très oral. On a l'impression que tu nous parles un peu comme quand tu nous parles ici. Ça, c'est trop cool. On apprend beaucoup d'anecdotes sur plein de livres différents. On va revenir, on s'est fait une petite liste tous les deux de livres qu'on avait envie d'aborder. Carrément. Des sujets où on n'est pas toujours d'accord, des sujets où on est d'accord, donc ça va être cool. Et puis voilà, je suis très content. L'objectif de ce livre, de base, c'était quoi pour toi? Pourquoi est-ce que tu as écrit ce livre-là? Déjà, il y avait un truc qui était de l'ordre du petit bouillonnement interne. Je pense qu'on partage effectivement plein de choses, dont un amour pour les livres. C'est dur de parler d'amour pour les livres sans sonner comme une espèce de caricature, genre la lecture est un besoin impérieux. Mais non, c'est pas ça. Mais oui, c'est profondément un kiff, quoi, depuis toujours. Et non seulement j'adore lire, mais la sensation de faire lire, la sensation de faire découvrir un livre que j'aime et que la personne en face m'en remercie. C'est pas juste un truc narcissique de j'aime qu'on me remercie, c'est pas ça l'idée, mais l'idée de partager des bonheurs, de répandre comme ça ces livres qui aident en fait, qui améliorent la vie, qui améliorent soi. Enfin, cette diffusion-là, moi, c'est une des missions que je préfère accomplir, c'est ce que je préfère faire. Et en fait, dans l'émission quotidienne où je travaille depuis quelques années, il y a un espace qui m'est accordé pour parler des livres qui sortent en ce moment, des sorties actuelles, les rentrées littéraires, les nouveautés, ce que j'adore faire. Mais il n'y avait pas d'espace pour parler de livres hors promo, sortis parfois il y a très longtemps, qui ont compté pour moi. Et parfois, à la faveur de réédition, je me retrouvais à pouvoir parler d'auteurs anciens, de textes anciens, et là je m'emballais, et j'écrivais des trucs 1000 fois trop longs, et on me disait t'es adorable, mais là tu as fait un documentaire, donc il faut que tu coupes. Ouais. Donc on a créé le podcast pour ça. Trop bien. Podcast que j'ai ensuite pu décliner là, et le but de ça, je dirais que je m'adresse à la fois vraiment à deux lectorats. J'ai vraiment essayé d'avoir un équilibre qui fait que chaque chapitre ait plusieurs niveaux de lecture, à la fois pour des gens qui adorent lire, pour des gens qui même peut-être ont déjà lu certains des livres dont je parle, peut-être qu'ils ne les ont pas tous lus et pourront en découvrir, et même quand bien même ils les auraient tous lus, pouvoir découvrir à travers ce livre des secrets de fabrication de ces œuvres, des interviews des auteurs qui éclairent un peu leur démarche littéraire, soulever le capot d'un texte comme on soulève le capot d'une voiture pour étudier les rouages, voilà, en découvrir la création ou se plaire à se le rappeler. Donc, un niveau de lecture pour des gens qui adorent la littérature et peut-être s'y connaissent déjà,
mais aussi, et ça j'y tiens mortellement, que ce soit extrêmement accessible et bienveillant pour des gens qui n'ont pas lu ces livres, pour des gens même qui peut-être disent que la lecture n'est pas pour eux, parce que mauvaise expérience, parce que vieux trauma d'école, que sais-je. Moi je sais que parmi les gens qui sont venus me dire que grâce au podcast ils avaient lu des livres parfois très ambitieux, beaucoup me disent, moi la lecture je pensais que c'est pas pour moi, et en fait grâce à vous, pas tant grâce à moi, mais grâce à l'éclairage que j'ai apporté, ils ont compris que ce livre pouvait être pour eux, ils l'ont lu, ils l'ont aimé. Donc, dans chaque chapitre, j'ai envie que ceux qui connaissent déjà le livre aient des choses en plus et que les personnes qui ne le connaissent pas du tout aient une intro à la fois riche en informations, c'est-à-dire qui ne sacrifie en rien à la complexité des œuvres et des auteurs. C'est pas juste mon opinion, c'est pas juste gadget, c'est vraiment de l'information. Tu parlais d'un ton oral, effectivement j'y tiens beaucoup, mais il y a aussi une grande présence d'écrits. Par exemple, on donne dans chaque chapitre des extraits des livres dont je parle, donc cette matière-là est présente, elle est respectée, mais une intro qui soit quand même ludique et bienveillante pour que soit à l'arrivée, les gens aient envie d'aller lire les livres dont je parle, soit même, c'est pas obligatoire, on n'aura pas tous envie de lire les mêmes livres, mais juste qu'au moins, ils sachent ce qui se cache derrière ces grands noms. Moi, je trouve ça important et joyeux, et même, on pourrait dire, militant et démocratique, de donner la possibilité à tout le monde de savoir ce qui se cache derrière des grands noms, que ça ne soit pas réservé à une espèce d'élite. L'idée que c'est de la littérature, ça devrait être forcément dur d'accès, je trouve ça extrêmement dommage, et donc, l'idée que quelqu'un puisse lire ce livre, ensuite peut-être aller en soirée, et que quelqu'un parle d'Annie Ernaux, tout simplement parce qu'elle fait l'actualité, elle a eu un prix Nobel, elle est souvent dans l'actu pour des choses politiques, et que là il sache, ok, Annie Ernaux, je sais qui c'est, je connais un de ses textes, je connais son style, on me l'a expliqué, on me l'a résumé, et je serai en mesure d'en parler dans une conversation. Donc ça servirait aussi à ça. Pardon, j'ai fait très long, je m'emballe. On n'a plus besoin de poser de questions. L'émission est terminée. Désolée. Tout a été dit. Donc en fait, ton livre, c'est une Mettez-moi un anti-sèche buzzer. aussi. Ton livre, c'est une anti-sèche. Franchement, ouais, mais moi, je crois beaucoup à ça. Et même, je sais que moi, à titre personnel, je peux prendre un plaisir immense à lire des textes. Et parfois, je peux prendre un plaisir immense à me faire expliquer des textes. C'est-à-dire qu'il y a des livres que moi, j'ai pas aimé lire. Peut-être parce qu'ils sont pas pour moi tout de suite. Peut-être j'y reviendrai plus tard. Mais des gens ont su m'expliquer pourquoi ils étaient importants. Ils m'ont mis les yeux en face de la serrure, ils m'ont fait comprendre pourquoi cet auteur ou cette autrice avait représenté une révolution. Des livres qui aujourd'hui nous paraissent hyper classiques parce que très anciens, à leur époque étaient punk, et c'est cool de pouvoir le rappeler, sinon on le devine pas. Et en fait, à défaut de lire le livre, on m'a quand même proposé un récit. Le récit de la naissance d'un texte, le récit de la naissance d'un auteur, et ça, c'est un plaisir aussi. Donc moi, j'oblige personne à lire les livres dont je parle. Il y a des choses qui sont coriaces, il y a des livres qui font 1000 pages là-dedans. Mais en revanche, je pense qu'on peut tous... C'est un truc auquel je crois beaucoup. On ne sera jamais tous d'accord pour aimer les mêmes livres et les mêmes films. Mais on peut tous être d'accord sur une bonne histoire. Et donc, raconter des textes par ce prisme de la bonne histoire, du récit, de l'explication, je pense que ça, c'est accessible à tous et c'est une vraie joie de partage, quoi. Est-ce que tu penses... Tu sais, il y a une grande idée en philo qui dit un peu le beau, c'est quelque chose d'assez inhérent, grosso modo. On peut ne pas aimer la Joconde, ne pas la trouver belle, mais c'est pas pour autant qu'on peut pas dire que c'est quelque chose qui est beau en soi. Donc c'est comme s'il y avait un beau objectif. Est-ce que tu penses qu'il existe des livres qui sont bien objectivement parlant ? C'est-à-dire qui, même si toi t'es pas forcément touché par ce livre-là, être capable de dire moi je suis pas touché, mais pourtant c'est quand même un chef-d'œuvre. Ah, j'en suis convaincue. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, je suis une personnalité beaucoup trop névrosée pour répondre aux questions de type un livre pour une île déserte, tu vois, parce que je trouve qu'on les aime. On enlève la question. S'il vous plaît, oui. Non, mais pour vous dire, parce que je pense que même vous voyez bien ce dont je parle. Au moment de choisir, par exemple, un film préféré, c'est tellement différent de choisir un film doudou, que j'aime avec passion, que je vais regarder pour aller mieux, d'un film que je considère être le meilleur film du monde. C'est pas les mêmes critères. Et pourtant, l'admiration et l'affection est la même. C'est juste très différent. Donc oui, moi, il y a des textes que je n'ai pas aimé lire, mais c'est pas pour autant que je débarquerai avec toute ma morgue et mon opinion bulldozer, genre j'ai pas aimé donc c'est de la merde. Pas du tout. Moi j'avance avec un profond respect pour les textes. Je trouve qu'on peut pas parler d'un livre qu'on n'a pas aimé comme de n'importe quoi. C'est des objets culturels, il y a une démarche derrière et c'est pour ça qu'à défaut de les aimer, on peut quand même les comprendre et mesurer pourquoi ils sont importants, mesurer pourquoi d'autres les adorent. Et ça, je crois que c'est accessible à tous. Par exemple, d'un bouquin que tu n'as pas forcément plus aimé que ça, mais que tu trouves que c'est un chef-d'œuvre quand même. Moi par exemple, Proust, j'y suis pas encore arrivée. La seule fois où vous allez me jeter des trucs à la gueule, c'est ça ? Non, lui, moi.
Je suis dans la même compagnie que toi. Moi, la fois où on m'a demandé de lire Proust, c'était quand j'étais en études littéraires, j'avais 17 ans. Ce texte, en le lisant, je me disais peut-être que c'est quelque chose que je débloquerai plus tard. Peut-être que c'est un texte que j'apprécierai quand j'aurai plus de vie derrière moi. En tout cas, voilà, ça bloquait. En revanche, quand mes profs prenaient un passage et m'expliquaient la complexité du truc, qu'ils parlent d'une sonate de musique et qu'en fait, si tu regardes le rythme des phrases, c'est en parallèle avec la sonate de musique, ça, c'est fou. Et ça, je n'aurais pas pu le deviner. Il faut que quelqu'un l'explique, et il faut que quelqu'un l'explique bien. Et moi, tu me faisais ce compliment tout à l'heure de dire que tu admirais ce que je faisais, qu'on avait des valeurs en commun. Je crois vraiment qu'on a des valeurs en commun. Moi aussi, j'admire beaucoup ce que tu fais, et je crois qu'on a tous les deux à cœur de placer ce curseur entre simplifier des œuvres, dynamiser des œuvres. Il y a un mot qui est vulgariser des œuvres. Je sais que beaucoup l'aiment pas. Moi, je vois pas en quoi ce sera un gros mot. En tout cas, montrer le moderne dans des œuvres anciennes, simplifier pour aider à digérer des contextes compliqués. À la fois faire ça sans manquer de respect à l'œuvre dont on parle. C'est-à-dire que pour schématiser, moi j'ai l'impression qu'il y a peut-être beaucoup de contenus qui parlent de livres avec une exigence si haute que plein de gens s'en sentent exclus, ont l'impression qu'il faut qu'ils aient des refs déjà préexistantes pour comprendre ce dont on parle, on leur explique pas beaucoup les choses, avec cette idée que expliquer ce serait tricher. Et l'autre côté, peut-être des contenus qui simplifient à l'excès, et ça peut faire froncer les sourcils de gens qui adorent la littérature, l'idée qu'on résume un grand classique russe par 3 émojis, tu vois. Oui, ouais. On peut le faire, mais est-ce qu'il n'y a pas un côté dommage ? Et donc, trouver ce curseur entre simplifier, expliciter, rendre intelligible, mais conserver un respect immense pour la matière et les auteurs. C'est pour ça que moi, non, je débarquerai pas en disant « j'ai pas aimé Proust », pas du tout. Je trouverai une manière pour m'adresser justement aux gens comme moi, pour leur faire comprendre ce qui, derrière peut-être le style un petit peu ardu, se cache de merveille. Mais ça, si on ne te l'explique pas, tu ne le devines pas. Il ne faudrait pas dire que, voilà, expliquer, ce serait tricher. C'est très OK de demander à avoir des guides en littérature et en cinéma. Rendre les choses plus accessibles. Je sais qu'il y a des gens qui ont cette idée de respecter la culture avec un truc même de sacraliser la culture. Et je trouve que le champ lexical est intéressant, tu vois. Sacraliser, c'est sortir de l'humain, c'est mettre quelque chose qui serait au-dessus de l'humain. Toucher le sacré, c'est profaner, t'as pas le droit de le toucher, tu vois. Il y a tout ce rapport-là. Il y a un truc... Donc un respect de la culture qui en fait isole la culture. À force de la mettre sur un piédestal, elle devient inaccessible. Et on ne s'autorise même pas à la toucher, ça devient du blasphème. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que je trouve qu'au contraire, quel meilleur respect à la culture que de montrer son humanité et son utilité et sa place dans les vies de tous les jours et de la mettre non pas au-dessus mais en face et qu'on puisse la toucher, qu'on puisse la prendre, la mettre dans un sac, la mettre dans une poche, se l'approprier. C'est pas pour autant lui manquer de respect quand c'est bien fait, je trouve. Il y a un truc que je trouve ouf dans ton livre par rapport à d'autres livres qui sont des compilations, un peu de recommandations de littérature, c'est que d'habitude, t'as quand même toujours les grands classiques du 18e, du 19e siècle, du 20e, et t'as un peu l'impression de te balader dans une sorte de musée. T'as Stendhal, t'as Proust, t'as Kafka, qui sont des chefs-d'œuvre, enfin tu vois, il n'y a pas de débat. Mais toi, t'as pris le parti, je sais pas si c'est volontaire, j'imagine que oui quand même, de ne prendre que des livres du 20e et du 21e siècle, et de prendre des livres qui ne sont pas forcément des idoles, en tout cas que tout le monde connaît a priori. Je pense par exemple à un certain nombre de livres de littérature américaine que personnellement je ne connaissais pas du tout. L'histoire de Bone, Haute Fidélité, tout ça. C'est des livres que je ne connaissais pas. Pareil pour un livre dont on parlera tout à l'heure, L'ombre du vent de Zafon. Et j'ai trouvé ça trop cool en fait, cette diversité-là. Et ça m'a un peu permis de sortir des chemins très très battus dans lesquels on évolue, parce qu'au fur et à mesure, entre les littératures contemporaines et ces petites marottes personnelles, on parlait de Proust tout à l'heure, moi malheureusement je suis tombé dedans, voilà, c'est la vie. Ça arrive, t'inquiète. Tu t'en remettras. Mais voilà, mais ça fait un bien fou, mais vraiment j'ai corné des pages, je prenais des notes, putain mais c'est ouf, j'ai grave envie de tester Zafon. Et donc, est-ce que c'était volontaire de rester déjà sur le XXe siècle et d'avoir une sorte de variété géographique, ou est-ce que c'est juste que c'est vraiment authentiquement les livres que tu as préférés, plus que ceux du 19e et du 18e siècle ? Déjà, merci beaucoup de l'avoir lu comme ça et de l'avoir ressenti comme ça. Franchement, ça me fait trop plaisir. Il y a plein de critères qui rentraient en compte. Il fallait que ce soit des livres cultes, sur lesquels il y ait des choses à dire, autres que juste « j'ai bien aimé ». Culte parce que... Il y a plein de manières dont on peut être culte. Culte parce que leur auteur est devenu important. Ou culte parce qu'à l'époque, leur réception a causé des remous. Ou culte parce qu'en fait, il est tombé dans l'oubli, mais aujourd'hui, les livres qui sortent en librairie
font partie d'une tradition qu'il a créée ou co-créée. Donc, il fallait qu'il y ait tout ça à dire, mais il fallait aussi que ce soit des livres que j'ai vraiment lus et vraiment adorés. Donc c'est vrai que ça donne une sélection plus personnelle que si j'avais fait par exemple la liste des grands livres à avoir lus dans sa vie, ou la liste des grands livres du XXe siècle ou du XIXe siècle, où là effectivement on aurait retrouvé le All Stars habituel. Et il y avait aussi un critère qui était que j'ai commencé le podcast par Bonjour Tristesse et par La Place, qui sont des livres courts et modernes. Et là, j'ai constaté que plein de gens venaient justement me dire « Merci, moi d'habitude je lis pas, et là j'y suis allée ». Et donc ça m'a un peu aussi fait prendre la résolution de rester dans des lectures accessibles et pas trop effrayantes pour les gens qui justement sont un peu traumas des classiques. À terme, moi j'adorerais glisser du Zola, du Balzac, des choses comme ça, en vraiment mettant l'accent sur ce que je trouve moderne dans ces textes, mais je voulais garder une sélection peut-être un peu moins effrayante. Je sais que des noms comme Zola, Proust, Balzac, ça peut être un petit chiffon rouge pour plein de gens. Et je trouve ça cool aussi de proposer un contrepoint par rapport à ces listes souvent faites. Pareil, moi j'aime pas cette idée que sous prétexte qu'on n'aurait pas lu Proust, on ait nécessairement vécu une vie littéraire qui n'est pas riche, comme si c'était ça ou rien. Alors qu'il y a plein d'alternatives. Moi, je pense qu'on peut avoir vécu une vie littéraire hyper riche sans pour autant avoir lu Balzac et Proust. On peut avoir lu des trucs incroyables, on peut avoir lu des classiques d'autres pays que moi je connais pas. Donc j'aime bien cette idée de proposer des on peut pas tout lire dans une vie, exactement. Et de toute façon, il y a trop de livres qui ont été écrits pour qu'on les lise tous, donc on a le droit de ne passer que des bons moments avec, et on a le droit de ne pas avoir nos lectures disqualifiées. Bien sûr. Et donc j'avais ces critères en tête, et sans trop que je le conscientise, ça a donné à l'arrivée organiquement une sélection qui est effectivement très variée. Et ça, franchement, je le revendique pas mal. Je trouve ça très joyeux d'avoir des livres qui vont de 1920 à 2022, parce que c'est aussi important de montrer que les textes anciens peuvent avoir une pertinence dingue en 2025. Beaucoup d'autrices aussi. Beaucoup d'autrices, exactement. D'auteurs racisés, enfin, t'as fait un vaste choix. Ouais, encore que ça m'a vachement... Il y a pas beaucoup de dark romance. Non, mais tu vois... T'aurais pu, hein, 50 Shades of Grey. J'aurais pu. Tu vois, ça m'a mis aussi face à mes lacunes. Ça m'a fait réaliser, parce que le critère, c'était que des livres que j'avais vraiment lus et aimés, ça m'a aussi mis face à ce que j'avais lu. Et j'ai réalisé que j'avais lu surtout des blancs et surtout des hommes. Et donc, j'essaie maintenant de contrebalancer ça avec de nouvelles explorations. Mais ça te met aussi face à ça. Et j'ai voulu aussi mettre des textes... Enfin, j'ai voulu. C'était pas un principe, ça s'est fait naturellement, mettre des textes récents. Parce que c'est hyper important, je trouve, pour notre génération, de se dire que des grands textes peuvent être nés hier et pourront naître demain. Et que la grande littérature, c'est pas forcément des gens morts depuis plus de 100 ans, quoi. Est-ce que tu fais une hiérarchie culturelle, toi ? Par exemple, là, tu vois, je me faisais la réflexion, effectivement, il n'y a pas de dark romance à l'intérieur. Qu'est-ce que tu penses il y a beaucoup de hiérarchies qui se créent, tu sais, en disant, il y a la vraie littérature avec Zola, Balzac, Proust et compagnie, et puis il y a la sous-littérature que j'ai pu entendre, je crois que c'était Michel Onfray sur Le Crayon Média ou autre, qui disait, oui, mais le manga, la romance, la dark romance, c'est pas de la vraie culture, c'est de la sous-culture. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi ? Je me questionne pas mal aussi. Je crois que j'essaie de faire face à même moi mes propres biais de snobisme, hérité aussi peut-être de l'école, de plein de choses. Moi, j'en ai très peu lu de la dark romance, franchement. C'est pas du tout un dogme, c'est vraiment juste que j'ai peut-être pas eu l'occasion ou ça m'intéresserait. Tu vois, pour le podcast là que je continue, qui parle de nouveaux livres, j'ai fait un épisode qui va sortir bientôt, sur un livre que moi j'adore, qui est Les Apparences de Gillian Flynn, qui est un thriller, un polar féministe. C'est le livre qui a donné le film Gone Girl de David Fincher. Donc génialissime. Très angoissant. Mais génial. Très angoissant, mais incroyable. Ouais. Et donc, peut-être qu'il y en a qui pourraient lever le sourcil de voir que je mets dans la même sélection ce livre à l'intrigue prenante et des textes qui brillent par leur style, genre Romain Gary, genre La Place d'Annie Ernaux. Certains diraient « Ah ouais, tu mélanges quand même un peu les choux et les carottes ». Et dans cet épisode, j'explique que pour moi, il ne faut absolument pas disqualifier la littérature qui est divertissante. Moi, je trouve qu'en culture, la diversité, c'est toujours une bonne nouvelle et il faut que coexistent des livres importants, des livres que l'époque retiendra au moment de faire le bilan stylistique d'une génération et des livres aussi qui sont des plaisirs immédiats et peut-être des utilités immédiates. Donc, moi, je trouve que là, le fait d'arriver à créer des intrigues à suspense et des livres qu'on ne repose pas, c'est un talent qu'il ne faut surtout pas disqualifier. Après, c'est vrai que j'aime beaucoup aussi, et c'est ça que je retiens au moment de faire ce genre de liste un peu superlative, les livres qui sont prenants, divertissants et qui ont un truc en plus, un propos sur l'époque, un propos féministe en l'occurrence dans Les Apparences, ou un style. C'est vrai que c'est
très compliqué. Moi, je me sens pas du tout assez experte pour prétendre affirmer ce qui est du style et ce qui ne l'est pas. J'ai juste un ressenti de lecture où peut-être en commençant un livre, je vais me dire « Ah tiens, voilà un mot incongru ». Et donc, c'est plus de l'écriture, c'est une démarche, c'est une invention. Et c'est vrai qu'au moment de réconcilier, avec des gros guillemets, certaines personnes avec la lecture, moi, je disqualifierais jamais le fait qu'ils prennent un polar divertissant pour passer le temps, pour leur lecture d'été. Enfin, la lecture, pour nous tous, je crois, ça a commencé par être un plaisir. Il ne faut pas perdre ça de vue, ce serait trop dommage. Mais c'est vrai qu'au moment d'isoler un petit panthéon personnel, je crois que le style reste un critère, mais des styles différents. Tu vois, par exemple, dans ce livre, je parle d'un bouquin de John Waters, qui est un cinéaste américain de la contre-culture. Dans son livre, il n'y a que des blagues et c'est une écriture de feu d'artifice verbal avec des mots pas possibles, du verlan. Et ça, pour moi, c'est un style au même titre que l'écriture ciselée au couteau d'Annie Ernaux. C'est pas le même style, mais ça a sa valeur aussi. Et le mec avait d'ailleurs un style assez incroyable. Enfin, mais lui, non mais laisse tomber. Il est exceptionnel. Avec sa mean, petite moustache là. Look at this guy. C'est quelle année ça, 1960? Lui, cinéaste des années 70, le livre est sorti en 2022. Ah ouais, c'est dingue. Le livre s'appelle Sale menteuse. Écoute, il a 79 ans, il est plus en forme que nous trois. C'est un mec extrêmement marrant et extrêmement cool. Et donc, ouais, la question du snobisme, je me la pose vachement. Moi, je dirais vraiment aux gens que le bon livre à lire pour eux, c'est le livre qui leur plaît. Voilà. Après, il faut mettre la limite aux livres qui sont problématiques. C'est-à-dire que moi, je dirais jamais d'un livre « j'ai pas aimé, donc le lisez pas », mais en revanche, c'est intéressant de pointer du doigt certains livres comme étant véhicules d'idées dont il faudrait se débarrasser. Tu penses à qui, par exemple? Un livre qui pourrait avoir... Par exemple, moi, tu vois, si demain un livre sort et que je trouve que les personnages féminins sont navrants, tu vois, et qu'il y a un sexisme dingue, s'il y a une polémique qui naît autour, je considère qu'en parler, c'est de l'information. Et donc, je vais m'en faire l'écho dans l'émission. Par contre, si juste j'ai un livre que j'aime pas, je vais pas prendre 5 minutes pour dire j'ai pas aimé. C'est différent, je trouve, les choses qui sont... Ouais, bien sûr. De l'ordre de l'information. Si je peux me permettre, t'as dit que t'as quasiment jamais lu de dark romance, mais pourtant, et comme on parle de livres problématiques, c'est très bien. Le dernier livre dont tu parles dans la liste de lecture, ça ressemble presque à de la dark romance, quelque part. Belle du Seigneur, c'est quand même une relation un peu... Attends, non, j'exagère. Non, mais c'est pas faux, c'est une relation d'emprise, oui, un truc un peu bizarre, dans un huis clos, une séquestration. C'est pas la même intention. Bref, c'était pour embrayer sur Belle du Seigneur. C'était pour... vraiment snob comme mec. C'est fou d'être comme ça. Non, mais c'est hyper intéressant que tu fasses ce parallèle. Il y a les mêmes questions qui se posent. Et moi, d'ailleurs, dans liste de lecture, le chapitre que je consacre à Belle du Seigneur, je trouve aussi, et je pense que vous serez d'accord, que faire de la prescription culturelle et recommander des livres, ça marche aussi quand on est très honnête. Et donc là, par exemple, je fais un truc à couture apparente où je raconte, voilà, moi j'ai lu ce livre, j'avais 20 ans, Belle du Seigneur, la claque littéraire de ma vie. Ensuite, j'ai continué ma petite vie. Et puis, j'ai découvert que plein de gens disaient que ce livre était nauséabond, qu'il était misogyne. Donc, j'ai fait « Ah !» et je l'ai repris. Et j'ai essayé d'avoir une deuxième lecture. C'est intéressant aussi d'admettre ça. La culture, c'est aussi le droit de changer d'avis, parfois le devoir de changer d'avis. On peut lire un texte à différents âges de la vie et voir des choses hyper différentes. Et je trouve ça super aussi à raconter qu'un livre, on peut grandir avec, évoluer avec et se poser ce genre de questions. Mais le parallèle, il n'est pas du tout incongru. Les débats autour de la dark romance, est-ce que raconter, c'est cautionner? Est-ce que, sous prétexte de donner voix à des désirs qui flirtent avec la morale, le livre en devient immoral, c'est hyper intéressant. Et se pose d'ailleurs, tu disais la question de l'intention. Quelles sont les intentions de l'auteur? Et le problème dans Belle du Seigneur, c'est comme par ailleurs dans ses interviews, il disait vraiment des trucs parfois misogynes. Comment démêler la dénonciation de l'opinion dans son livre? Enfin, c'est un débat passionnant. L'éternel débat de l'œuvre et de l'artiste. Même si là, Albert Cohen critique aussi très largement la passion amoureuse, comme tu l'expliques très bien. Totalement. C'est pas un modèle qui l'encourage, qui recommande. Lui, il a vécu une sorte d'amour à peu près tranquille avec sa femme, un amour bourgeois. Donc il y a quand même une dénonciation de ce qu'il raconte, même si par ailleurs le mec est un peu misogyne. Beaucoup, voilà. Ouais. Mais il y a quand même un peu de recul critique sur ce qu'il raconte. Exactement, mais c'est ça qui est compliqué. Ce serait trop merveilleux et pratique de pouvoir dire on n'a rien compris, c'est une dénonciation et vous vous gourrez. Sauf que comme par ailleurs, il tombe dans pas mal de nids de poules rhétoriques et d'écueils misogynes un peu dommages, notamment sur les personnages féminins. C'est-à-dire qu'il dénonce l'amour toxique, mais pour autant... il ne traite pas les deux personnages à la même enseigne dans le livre, quoi. Il y a quand même une fille qui prend plus cher qu'un mec dans la description de la sottise et de la vulnérabilité. Des passages aussi sur... Mais ça, c'est une vraie question. Moi, j'en parle, il y a une scène qui me reste en tête où il parle d'une femme vieillissante qui se trouve laide parce qu'elle vieillit. Et c'est raconté avec beaucoup de cruauté. Ça se trouve...
il trouve ça dommage qu'elle se trouve laide à 40 ans, et la cruauté est uniquement celle de la femme vis-à-vis d'elle-même. Ou alors, il est d'accord avec cette femme, et il propose sa compassion de « oui, t'es moche, mais c'est pas grave », mais ce qui est problématique en soi. En fait, pour dépatouiller ça, il faudrait avoir des notes d'intention qui manquent parfois. Et donc, on se retrouve à devoir avancer à tâtons. Mais ça, pareil, c'est une question que je me suis posée. Tu vois, il y a des textes auxquels j'ai songé, parce que c'est des grands textes, mais en faisant des recherches sur les auteurs, je découvre des trucs qui, moi, aujourd'hui, forcément éveillent des warnings, et la question de est-ce que t'en parles quand même ou pas. Et comme on disait à l'instant qu'il y a beaucoup de listes en fait, qui existent sur les grands livres du XXe siècle, est-ce que quelque part il y a aussi des textes qui n'ont pas besoin de nous? Tu vois, Voyage au bout de la nuit, il n'a pas besoin de moi pour exister. Non, il est recommandé par tout un tas de gens. C'est bien de le reconnaître. Exactement. Quelle belle leçon d'humilité. Il y a plein de gens qui vont et continueront à dire que c'est un texte magistral. Moi, qui ai une plateforme, est-ce que je ne peux pas proposer aussi d'autres options que Voyage au bout de la nuit? Et donc me tourner vers des textes moins polémiques, moins... Et c'est ce que tu fais dans ton bouquin. Ouais, complètement. Je pensais à moi qui ai longtemps parlé du voyage au bout de la nuit. Je le prends très personnellement, ça me touche beaucoup. Non, je rigole. Bah, c'est grâce à toi que les ventes ont explosé. C'est grâce à moi. Si c'est toi qui l'as lancé. Céline n'aurait pas été Céline, évidemment. Oui, t'as fait un TikTok avec lui, je crois. C'est ça qu'il a... Ouais. On s'est souvent au un téléphone, Twitch. Mais voilà, j'en parle pas trop parce que c'est polémique. On a fait une liste avec certains... Ah si, avant, si, j'ai une question. Beaucoup de gens me posent la question, et je pense que toi aussi. Oui, c'est ma couleur naturelle. Je sais que ça te tracasse. Et ben voilà, on arrête l'interview, ça s'arrête ici. C'était la question que je voulais avoir. Non, c'est les pannes de lecture. Beaucoup de gens ont des pannes de lecture. On n'en parle pas souvent de ça. C'est-à-dire que on a emballé, on a lu, on lit pas mal, et à un moment donné, plus rien ne nous fait vibrer. On trouve plus rien. Et on a chacun nos petites astuces, nos petits remèdes. On se dit, si je relis cet auteur-là, je sais que ça va me relancer dans une dynamique de lecture, ou cette autrice. Quel est pour toi ton pansement à cette panne, ton gasoil? La panne, je vois bien. Surtout quand on a lu des livres incroyables. C'est vrai que le vide après avoir adoré un livre, ou la difficulté après avoir admiré un style de trouver un truc qui a la même hauteur, c'est compliqué, mais c'est ça avec tout. Enfin, le vide quand t'as fini le jeu vidéo de ta vie. La vie après Red Dead Redemption 2, faut en parler, quoi. Tu vois, c'est dur d'enchaîner. Ou la vie après une série incroyable. Moi, je relis pas trop, en fait. J'ai pas du tout... On me pose souvent la question du livre de chevet. Moi, j'ai plutôt le truc inverse. Il y a un grand buffet à volonté de la littérature, j'ai envie de tout goûter. Donc, je relis pas beaucoup. J'ai relu là pour préparer les chapitres. Je sais pas si j'aurais trop un pansement. Moi, je trouve peut-être, par contre... ok de dire que lorsqu'on sort d'un texte qui nous a impressionnés parce que c'est un texte puissant, on a le droit de ne pas chercher quelque chose d'une puissance égale. Après, on a le droit de peut-être enchaîner avec un livre qui va juste nous faire rire, et c'est déjà énorme, ou juste nous aider à passer le trajet en train, et c'est déjà vraiment réussi. Et que c'est cool d'avoir des lectures complémentaires. Donc peut-être, après avoir lu un texte qui m'a fait prosterner sur le sol d'admiration, toute comparaison avec lui va être défaite, et donc je vais plutôt chercher autre chose chez un texte. Il faut lire un truc hyper divertissant, ou un essai, ou quelque chose qui brille par son sujet plutôt que par son style, pour essayer de pas juste soumettre à une compétition perdue d'avance, comme des candidats de gladiateurs qui mourraient les uns après les autres face à mon œil de lecture habitué au grandiose par le dernier livre que j'ai lu. Peut-être je chercherai autre chose. Tu vois, moi par exemple, j'ai des auteurs que j'aime beaucoup, et j'ai pas tout lu. Je prends par exemple Paul Auster ou Garcia Marquez, tu vois, j'aime énormément, je sais que j'ai pas tout lu, et je sais que je ne les lirai que lorsque je n'aurai plus... Je serai dans une panne. Quand tu auras fini Internet, tu liras du Paul Auster. Quand j'aurai débloqué tous les niveaux. Non, mais quand j'aurai une panne, je sais que je me dis, je sais que je peux lire ce Paul Auster-là, que je n'ai pas lu. Exprès. Ouais, t'as des auteurs doudous un peu, où tu reviens... Alors non, parce que j'ai pas lu. Je fais exprès de... J'ai envie de le lire. Oui. Je fais exprès de pas le lire, parce que je me dis, ce livre-là, à un moment donné, je sais qu'il va m'aider à pouvoir me relancer dans quelque chose. Parce que tu sais que tu seras jamais déçu par eux. Exactement. C'est ça? Je sais que je serai jamais déçu par un auteur. Tu fais des trucs comme ça, toi aussi, un peu? Moi, j'ai un vrai livre doudou, enfin 7 livres doudou qui sont Harry Potter. Ouais. Et donc, en fait, tout simplement, quand je n'arrive pas à lire, je lis Harry Potter. Trop Même bien. quand j'arrive à lire, d'ailleurs, parce que c'est toujours... Enfin, c'est un livre pour adultes autant que pour enfants. Et que c'est un livre monde, et que c'est un plaisir incroyable d'y retourner. Et donc en fait à Noël je relis Harry Potter tous les ans,
c'est un peu ridicule. Non, pas du tout. Non, mais il n'y a pas de ridicule, mais tu vois. Ça l'est, mais on le dira pas. Non, mais tu vois, mais c'est vrai que quand j'arrive pas à lire, ça fait du bien. Non, je suis désolée, c'est pas ridicule. Non, pas du tout. Surtout, Harry Potter, c'est toute notre enfance aussi. Oui, et puis surtout, même pragmatiquement, comment tu mesures la réussite d'un livre, entre guillemets? Si la réussite d'un livre, c'est de changer la vie de ceux qui le lisent, rester cher au cœur de ceux qui le lisent et marquer son époque, Harry Potter est une plus grande réussite que plein de trucs. Après, là, les temps sont durs en ce moment pour les fans d'Harry Potter. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, ouais. Ouais, comment compliqué. on fait aujourd'hui quand il y a J.K. Rowling qui dit des dingueries à longueur de journée Il y a plein de gens qui bidouillent. T'as ceux qui vont dire, ok, bah, je lui rapporterai plus d'argent, mais mes exemplaires que j'ai déjà, rien ne m'empêche de les relire. T'as ceux qui disent aussi, t'as un truc que j'ai vu que je trouve assez joli, peut-être que c'est se voiler la face. Enfin, moi là, je peux me permettre de faire de la nuance parce que je suis pas une personne trans qui va se faire tabasser les mains dans la rue, donc il faut aussi que j'ai ce biais en tête. J'ai vu d'ailleurs une militante trans qui mettait ça sur Instagram qui disait, je vous vois tous vous arranger avec Harry Potter, en fait vous vous arrangez avec votre privilège, et c'est vrai qu'il faut pas perdre ça de vue, mais j'ai lu quelqu'un qui disait, je ne veux pas laisser Harry Potter à une transphobe. Je ne veux pas que Harry Potter n'appartienne qu'à elle et ses idées mauvaises. Donc je veux qu'Harry Potter nous appartienne à nous, les queers, les féministes, et qu'en fait on fasse plus de bruit autour qu'elle. C'est une belle, exactement, c'est une belle revanche. Et qu'elle ne soit plus seule détentrice de cette œuvre. Au contraire, on la revendique et on se la réapproprie. Je trouvais ça assez joli aussi. Moi, je trouve qu'il est hors de question que ça me prive de mon enfance, parce que Harry Potter, c'est une partie très importante et constitutive de mon enfance. Oui, parce que t'es pas concerné directement. Je ne suis pas concerné directement par ça, mais en effet, je suis d'accord qu'il ne faut pas se priver de cette œuvre-là et la laisser uniquement donc à J.K. Rowling qui est accusée d'être transphobe. Mais par ailleurs, c'est tellement constitutivement important dans ma construction en tant qu'humain que j'aurais quand même du mal, j'avoue, mais c'est peut-être très égoïste, à m'en priver intégralement. Totalement, mais c'est une question avec laquelle tu dois aussi, j'imagine, naviguer quand tu fais tes recos. Je sais que moi, par exemple, dans un épisode du podcast, j'ai parlé de Americana, de Chimamanda Ngozi Adichie, et en faisant des recherches sur elle, j'ai découvert qu'elle avait été accusée de transphobie. Alors après, si tu zoomes, c'est le résumé à la machette que de dire elle a été accusée de transphobie, c'est des propos. Si tu zoomes, il y a, je trouve, un espace à la discussion, mais c'est déjà trop pour certains, légitimement. Et donc, dans l'épisode, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, alors je vous dis très honnêtement, je suis tombée là-dessus, ça m'embête, je vous raconte tout, et après, je vous propose le truc. Et dans la foulée, j'ai donné des ressources d'essais sur ces thématiques-là, sur le féminisme TERF, pour essayer de comprendre ce dont il s'agit. Essayer d'en faire un fameux teachable moment, plutôt que de juste pas parler du livre, mais cas d'école. Parce que moi, derrière cet épisode, il y a plein de gens qui sont venus autant m'engueuler d'en avoir parlé, tout court, de ce livre, que m'engueuler de me dire pourquoi t'es allé nous faire chier avec 5 minutes de disclaimer sur les trans alors que tu parlais d'un autre livre. Enfin, question hyper prenante. En fait, je suis vraiment d'accord avec toi, mais je pense quand même qu'il y a deux sujets. Le premier sujet, c'est quand c'est des auteurs qui sont morts, quand c'est des auteurs qui sont vivants. Ouais, totalement. C'est pas la même problématique. Et la deuxième chose, c'est que moi, je suis contre la censure. Donc, je censure la censure, en fait. C'est mal barré. Je suis contre la censure, ce qui fait que je préfère rentrer dans l'éducatif. La conscious culture plutôt que la cancel culture. Exactement. D'accord, ouais. Voilà, c'est exactement ça. Ouais. Non, en fait, si tu veux, je trouve que c'est plus intéressant de dire « Ok, j'ai envie de vous parler d'un auteur qui m'a touché. Je pense à Céline, je pense à d'autres auteurs qui ont été problématiques. Et moi, ça m'a touché. Cette chose-là m'a touché. Mais pour autant, c'est pas une raison pour en faire l'éloge de cette personne. Tu vois ? Et je pense que cette distinction entre... il y a des gens qui écrivent des œuvres qui sont malheureusement belles et qui ont une influence dans le domaine littéraire, mais qui malheureusement sont produits par des gens qui sont horribles. Et l'inverse aussi. Je pense à Nabokov. Je pense à Lolita. Nabokov a toujours dit que Lolita était... Humber dans Lolita le dégoûtait. Ouais, et elle, une petite fille innocente en prise aux mains d'un pervers et pas une séductrice. Et lui n'a jamais été pédophile. Ouais, lui n'était pas du tout pédophile. Donc, mais l'image qu'on en a de cette, tu vois, de ce truc un peu pédophile, jeune fille séductrice, et l'auteur étant caution de ça, c'est à cause du film de Kubrick, qui la met en scène de façon beaucoup plus sexualisée. Déjà dans le film, elle a 16 ans et non pas 11, parce que si tu vois une fille de 11 ans pécho un adulte, déjà, tu vois, l'image n'est pas la même. En même temps, à l'inverse, il te dirait, oui, mais une fille de 11 ans qui embrasse, c'est encore plus sale, quelque part. Mais oui, du coup, il y a moins de recul critique dans le film. Il y a vraiment une glamorisation de Lolita et de son actrice. Et ça, c'est même aujourd'hui encore la couverture du folio les lunettes en forme de cœur et la sucette, ouais, tout à fait. Et c'est l'image qu'on a tous. Et ça a vachement teinté négativement ce bouquin. Et là-dessus, pardon, excuse-moi, mais dans ce livre absolument qu'est Triste Tigre de Neige Sino, elle fait une relecture du Lolita de Nabokov, c'est une masterclass. Ouais, elle te fait l'anatomie d'un contresens de société et elle te montre en quoi les germes en fait du problème sont dans le texte. C'est
hallucinant. C'est vrai que magistral. C'est un très 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 beau livre. Oh là là. Et sur ces sujets de cancel culture, après on va parler d'autres de tes livres. Franchement, je préfère parler des livres des autres, c'est beaucoup plus... Prépare ta question. Mais il y a un livre que j'ai, un tout petit fascicule même que j'ai lu récemment de Laure Murat sur la cancel culture qui s'appelle « Toutes les époques sont dégueulasses ». Et qui parle non pas des auteurs qui sont problématiques, mais des livres qui en eux-mêmes sont problématiques. Et l'exemple le plus connu, c'est 10 petits nègres, enfin maintenant ils étaient 10, d'Agatha Christie, qui a été renommé. Et elle s'interroge sur ce qu'il faut faire de ces livres-là qui ont des termes, des approches, des visions problématiques de minorités, etc. Et en fait, elle dit l'exercice de remplacer des mots problématiques par d'autres est infini, parce qu'on n'a jamais fini de définir ce qui est problématique ou pas. Est-ce que tu t'arrêtes à des mots aussi offensants que nègre, ou est-ce que tu vas plus loin? Est-ce que la manière dont tu parles de personnes en surpoids est ou non problématique? Elle parle notamment de Roald Dahl, qui pareil, avait dans James et la grosse pêche, voilà, est assez grossophobe. Et elle conclut que c'est un exercice qui est vain, puisqu'on ne saura jamais où mettre la limite, donc ça ne sert à rien de le faire. Et qu'en fait, le seul remède qu'il existe vraiment contre des livres aussi problématiques, c'est de les laisser en l'état et de simplement ne plus les lire si vraiment ça nous dérange. Laisser le marché faire son tri. En revanche, elle encourage ce qu'elle appelle les réécritures, c'est-à-dire, d'ailleurs un peu comme ce qu'a fait Adélie de Clermont-Tonnerre avec Je voulais vivre, là, le bouquin sur D'Artagnan, sur Milady. Voilà, c'est de prendre une histoire qui est dans notre patrimoine, mais de la réécrire d'une façon plus contemporaine, plus actuelle, en réhabilitant certains personnages. Et là, pour le coup, on refait œuvre de littérature. On n'est pas à faire le sorte de greffe des bonnes mœurs sur des textes anciens. On réécrit, on réinvente une histoire comme on a toujours réinventé des histoires. Et comme toutes les histoires qu'on se raconte sont des réécritures de l'Odyssée, de l'Iliade, enfin voilà. Et en bref, tout ça pour dire, j'ai un peu spoilé l'essai, du coup, qui fait 80 pages, qui est très court, mais qui est vachement intéressant. Mais lisez, c'est très très court. Toutes les époques sont dégueulasses de Laure Murat. C'est très éclairant sur ce débat. Totalement, et la remise en contexte, et aussi une œuvre qu'on laisse exister, elle peut générer un malaise qui devient une leçon. Moi, quand j'ai vu Au Son emporte le vent pour la première fois, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc raciste et sexiste de l'angoisse? Et bien ça a été une leçon, ça a été une information. Parce qu'on m'a laissé voir un film et faire mais qu'est-ce que c'est que ce truc aussi. Donc, mais ça suppose un accès à l'éducation, un prof qui te dit ça c'est pas normal par exemple. Oui, c'est vrai. Sachant qu'une œuvre naît dans un contexte où c'était carrément différent à l'époque. Quand on parlait de l'antisémitisme tout à l'heure de Céline, à l'époque 80% étaient aussi antisémites. Donc il y a des contextes qu'on ne connaît pas et qu'on ne prend pas en compte. C'est pour ça qu'il faut des profs, qu'il faut des gens qui t'expliquent, ou des gens comme Ambre et toi qui expliquaient aux lecteurs sur la télé, enfin à la télé ou sur Instagram pourquoi est-ce que telle ou telle œuvre peut-être problématique. Mais c'est aussi cool si on a la chance d'avoir un projecteur plutôt que de le braquer éternellement sur ses œuvres en mettant sans cesse des astérisques de mais vous savez tournons de projecteur, parlons plutôt que d'effacer ces récits. Laissons-les vivre, mais proposons d'autres récits, mettons en lumière d'autres plumes. Parler de Dorothy Allison, qui est une autrice queer, féministe, américaine, absolument hallucinante. Peut-être le temps qu'on passera à lire cet auteur qui est vertueux pour le monde, c'est du temps qu'on passera pas à lire un truc qui n'est pas vertueux, mais on nous a dit, mais quand même, mais attention, enfin, je sais pas, c'est la question de chaque choix de lecture est un temps qu'on consacre à quelque chose, et c'est génial de proposer d'autres options aussi. Entièrement d'accord, surtout que certains livres n'ont absolument pas besoin de nous. Oui. Je pense au Goncourt, les œuvres qui marchent très très bien. Nous, on est plutôt là pour aussi parler de ceux qui sont dans l'ombre. Exactement. Les marginaux, mais ceux qu'on entend moins et qui mériteraient. Je pense à Ortega qu'on a reçu ici, totalement. Qui mérite bien plus, et encore qu'elle a eu un super succès, mais qui mérite amplement son succès. Totalement. On a sélectionné quelques petits livres pour que tu nous en parles, et je vais commencer du coup par alors moi je suis un grand fan de littérature latino-américaine, hispanophone, et je n'ai jamais lu Saphone. Voilà. Je n'ai jamais lu Saphone, et j'avoue que quand j'ai lu la partie que tu as consacrée à Saphone, ça m'a vraiment beaucoup donné envie. Est-ce que tu peux me parler un petit peu plus de ta rencontre avec ce livre de Saphone qui est, si je me trompe L'ombre du vent. L'ombre du vent, merci. Sorti en 2001. Moi, ça a été un livre déclencheur, en fait. Je l'ai lu quand j'étais, je pense, au collège. Et c'est le moment où j'étais en train de changer de braquet, où j'avais toujours beaucoup lu, toujours par le prisme du plaisir, de la littérature jeunesse, de la littérature d'évasion, des trucs de pirates. Enfin, le seul critère était le plaisir de lecture. Et je commençais à tâtonner dans des textes peut-être plus anciens, à sentir que j'étais en train de lire des trucs de grands, avec des guillemets. Et ce livre-là a été, je me souviens, un émerveillement parce que c'est une intrigue extrêmement prenante. C'est brumeux et gothique et mystique. Ça se passe dans la Barcelone des années 40-50. C'est un auteur qui a une science incroyable
incroyable des intrigues, revendiquées. Il dit qu'il s'inspire beaucoup du cinéma. Il a été scénariste à Hollywood aussi par ailleurs, donc il maîtrise bien les cliffhangers, le suspense. Mais c'est quelqu'un qui a une foi littéraire énorme, c'est-à-dire qu'il va utiliser l'artisanat des intrigues d'Hollywood, mais lui, ses références, c'est Alexandre Dumas, c'est Dickens, c'est les grands romans du 19e siècle. Donc il va mélanger comme ça cette excellence littéraire et cette excellence d'intrigue pour un texte qui est hyper prenant, mais dont la langue est sublime à chaque instant. Et donc je sentais que c'était un texte tremplin, que j'étais en train de passer à des livres mondes, des livres plus ambitieux. Et ce qui est très joli, c'est que c'est un livre qui part du principe qu'un livre peut changer une vie. Ça raconte l'histoire d'un jeune garçon qui lit un livre un jour au hasard et en fait il est tellement ébloui qu'il va partir sur les traces de son auteur. Donc c'est un livre sur le pouvoir de la littérature. Et moi quand j'ai fait l'épisode sur l'ombre du vent, j'ai jamais reçu autant de commentaires de gens qui me remerciaient d'en avoir parlé comme si j'avais parlé d'un de leurs vieux amis. En fait, ce rôle de déclencheur, il l'a joué pour énormément de gens. Et ça a été cette lecture plaisir. Et ce que j'ai adoré, c'est que pour préparer le livre, j'ai voulu rajouter du contenu sur l'auteur. Donc je me suis plongée dans beaucoup d'interviews de l'auteur où il expliquait sa démarche. Et en fait, il fait vraiment partie de ces auteurs qui ont une démarche, un projet. Il va t'expliquer l'écriture de ses textes avec des métaphores, des techniques. Et c'est passionnant de se plonger là-dedans. Donc ça a commencé par être un pur plaisir fondateur et ça donne un chapitre qui, je pense, est intéressant à lire même si on n'a pas lu le livre parce qu'on y voit quelqu'un expliquer son art et franchement, là en plus il est trop chou, on dirait le professeur Tournesol mais en espagnol, il est mignon comme tout, voilà. T'as une préférence parmi les littératures? Alors quand je dis une préférence, c'est-à-dire... Comme toi, la littérature sud-américaine? Voilà, exactement, comme la littérature sud-américaine. Je me rends pas compte. J'ai lu beaucoup de... À un moment, j'ai une grosse passion pour la littérature anglo-saxonne, beaucoup de littérature américaine, il y en a beaucoup dans le livre. Ouais, mais vrai, pour autant, je mélange tellement les époques, en réalité, et même les styles. Dans le livre, tu as la littérature américaine des années 80 qui parle de New York, ou des années 30 qui parle de la campagne. Donc, je crois pas avoir de... C'est vrai que j'ai peut-être une fascination... Pardon, c'est un sujet qui me passionne pas mal, j'ai essayé de faire court, mais disons que moi, à un moment, j'étais en prépa littéraire et on m'apprenait à étudier les grands auteurs classiques français. Donc des phrases qui sont des cathédrales, des phrases gigantesques, des livres touffus, d'une richesse extrême, d'une sophistication d'horloger. Je découvrais la littérature américaine qui parfois est un art de la simplicité et de l'évidence. L'inverse des cathédrales de mots que j'étudiais en cours. Des phrases extrêmement courtes. La langue anglaise permet ce truc aussi des mots monosyllabiques, d'une langue très musicale, très télégraphique. Beaucoup de phrases qui n'ont pas de verbe. Un truc vraiment genre coupé à l'os, quoi. Qui me paraissait d'être une espèce de liberté et de simplicité, vraiment un truc de l'ordre de l'évidence qui était peut-être une contre-proposition par rapport aux textes sur lesquels je me cassais les dents, moi, à côté, en prépa. Donc j'ai beaucoup aimé me plonger là-dedans, être bouleversée par la puissance du simple. Je ne pensais pas que c'était possible. Moi, en fait, j'arrivais avec tous mes bagages littéraires. Moi, j'ai commencé la littérature en lisant Alexandre Dumas, quoi, ces espèces de phrases qui sont comme des bijoux, où chaque mot est une pierre qui brille, des adjectifs, même Zola. Moi, le premier Zola que j'ai lu, c'est Au bonheur des dames, et j'adorais les descriptions interminables de noms de tissus, de couleurs, un truc vraiment d'accumulation. Et là, je découvre la littérature américaine qui est l'inverse de ça, et moi, je pensais que le style d'écriture, c'était le compliqué. C'est-à-dire que c'était la différence entre une information et du style. C'était les manières compliquées de dire un truc simple. Et là, je découvrais qu'en fait, c'était pas obligé d'être ça, que ça pouvait être vraiment brut et... Pardon. Donc j'aime beaucoup ça, mais pour autant, je dirais pas que j'ai un kink littérature américaine plutôt qu'autre chose, parce que j'aime vachement aussi des textes français. En revanche, j'ai des lacunes, ça c'est sûr. Littérature américaine, sud-américaine, je ne m'y connais pas du tout assez. T'as déjà lu Garcia Marquez ou jamais? Ouais, j'ai déjà lu Garcia Marquez. J'ai essayé... Parce que du coup, c'est l'opposé de ce que tu dis. Ouais, totalement. On est sur quelque chose d'assez baroque, de vraiment... mais ça, pareil, tu vois les descriptions des villes. Moi, j'ai surtout lu L'amour au temps du choléra. Les descriptions de Carthagène des Indes avec... là, tu retrouves peut-être plus ce truc du tableau avec 1 million de couleurs, qui est un vrai plaisir aussi. J'adorerais, j'ai lu que lui et genre Borges, on dit Borges ou Borges? Oui, mais tu peux dire Borges, c'est très bien. Borges. J'adorerais en lire plus, lire aussi des femmes. J'aime beaucoup, dans les trucs modernes, Mariana Enriquez, qui rend hommage génial, aussi à des autrices sud-américaines. Faut que je digue.
J'ai lu quelques romans russes, mais pareil, je dirais pas que j'ai... Je sais pas, je te dis, moi je suis plutôt la meuf au buffet à volonté qui veut tout goûter. Bien sûr. D'ailleurs, en parlant de Borges, il disait bien que quand on est jeune, on se rend compte, on pense que profondeur rime avec complexité, mais c'est quand on vieillit qu'on se rend compte que les choses les plus profondes sont en réalité les choses les plus simples. Mais ça c'est sûr. Mais d'ailleurs, pardon, mais je m'emballe beaucoup trop, mais... on est là pour ça. On est là pour maintenant, ça. je vous prends en otage avec mes trucs. On n'en a rien à faire. De toute façon, ce livre, on s'en on bat n'en les a rien steaks. à faire. Mais non, mais j'ai l'impression moi je trouve ça hyper intéressant comment tu évolues en culture. Et par exemple, si tu prends les Beatles, moi ça a été ma passion ultime, je trouve que tu évolues au sein de la discographie des Beatles. Tu commences par aimer les chansons pop de 2 minutes 30 efficaces. Puis, tu deviens un peu plus grande, un peu plus rebelle, tu aimes les délires psychédéliques. Et ensuite, tu atteins l'âge adulte où ce que tu préfères, en fait, c'est les chansons les plus matures de la fin, qui renouent avec un truc assez classique, mais extrêmement bien fait. Et tu te rends compte aussi qu'il est en réalité 700 fois plus dur de faire une chanson de 2 minutes 30 efficace qu'une envolée psychédélique de 10 minutes. C'est plus dur de faire une comédie qui fait rire tout le monde qu'un collage expérimental, nouvelle vague. En fait, l'efficacité, c'est un talent que tu dédaignes quand tu commences, avec lequel il faut renouer. Donc oui, la complexité, la simplicité, c'est vraiment tout ce travail-là. Et ce que j'adore, moi, ce que j'ai pensé en lisant Borges... Tu le dis si bien. J'ai l'impression que... Non, je parle trop mal espagnol, c'est une catastrophe. Et pourtant, tu le dis très bien, en vrai, parce que c'est pas facile à dire. Gracias. Ah si, tu parles espagnol quand même. Non, je te jure, je te certifie que non. Tu fais semblant. Très bien. J'adore, en tout cas, avoir l'impression que tu as des auteurs qui ont la littérature de leur géographie. En lisant Borges, j'ai l'impression de peut-être toucher du doigt un truc que je ne maîtrise pas du tout, mais qui serait une espèce d'âme argentine, où tu vois un constante tension entre l'influence de l'Occident et en même temps des traditions plus locales, un truc plus endémique. Pareil que moi, quand je lis Paul Auster, j'ai l'impression de voir la littérature d'un New-Yorkais, la littérature d'un mec qui a passé sa vie à se demander ce qui se passait derrière des fenêtres d'immeubles. Et c'est pas pour rien que ces histoires sont des histoires urbaines, c'est toujours des histoires de gens que tu penses ordinaires quand tu les croises. En fait, tu les suis chez eux et ils ont des secrets pas possibles. Ouais. C'est une littérature de murs d'immeubles, de mecs qui croient. C'est une littérature de foule. Moi, c'était un et de labyrinthe aussi. De labyrinthe, ouais. Les villes, les dédales. Pareil pour Modiano, c'est un mec qui a la littérature de sa géographie. Et c'est génial de pouvoir goûter comme ça plein de nationalités en ayant l'impression de toucher du doigt un genre d'âme locale ou un genre de littérature présentatif. Est-ce que quand tu voyages, tu prends un livre en lien avec le pays que tu visites ? Ah, pas nécessairement, non. Pas nécessairement. Moi, je fais ça, genre je vais en Italie, je vais prendre... Oui, mais attention, lui... Non, mais chacun ses névroses, enfin, tu vois. Ah, chacun ses problèmes. Lui, tu lui dis, il va rencontrer une personne, il a tout lu, il connaît sa vie toute par cœur, il a tout étudié, c'est-à-dire que même lui, il connaît tous les secrets. Tu peux rien lui cacher. Pour le coup, j'ai lu Paul Auster à New York, j'ai lu la trilogie new-yorkaise et Moon Palace en étant à New York. Et ça modifie ou ça fait quelque chose à ton rapport à la ville. C'est pas le même New York, et en même temps, à ton rapport au livre. Enfin, et pour moi, ce sera éternellement constitutif, l'un de l'autre, ce voyage à New York en 2022 et ma découverte de Paul Auster. Et du coup, est-ce que si tu veux lire Mort sur le Nil, il faut aller tuer quelqu'un sur le Nil ou ça va? Non, je sais pas. J'ai jamais lu Mort sur le Nil. Par contre, ce livre, qui est un des livres qui m'a fait... Bah, tu sais quoi, il y en a très peu dans ma vie. Je crois qu'il y en a 3 qui m'ont fait pleurer. Ah celui-là ouais, m'a fait pleurer. Putain, moi je pleure en faisant les courses. C'est vrai. C'est fou, En fait, pour être 100% honnête, ces 3 livres-là qui m'ont fait pleurer très récemment, parce que moi j'ai perdu beaucoup de gens l'année dernière dans ma vie, ce qui fait que de ces pertes-là ont fait que tu as une autre sensibilité à la lecture, à l'art en général, et que tu es beaucoup plus sensible. Ce qui fait que beaucoup plus de livres me touchent aujourd'hui qu'avant cette époque-là. Et en tout cas, l'unique livre qui m'avait fait lire avant cette époque-là, c'est Les souris des hommes de Steinbeck, puisque l'amitié est pour moi un sujet qui... Je trouve que, honnêtement, je ne connais pas de livre qui résume mieux l'amitié, enfin qui me fait vivre le sentiment d'amitié de manière plus intense que ce livre-là, en très peu de phrases. En très peu de mots, en très peu de mots, ouais. Avec juste des images pages, quoi, tu vois. Puissantes, bien sûr. Ouais. Pourquoi est-ce que ce livre, toi, t'a touché ? T'en parles évidemment dans... Mais ce livre, pour moi, il m'a bouleversée au dernier degré. Je l'ai lu une première fois, il m'a bouleversée. Je l'ai relu pour préparer le chapitre et j'ai commencé à pleurer dès la page 1 parce que je savais ce qui allait arriver, donc je pleurais en anticipation, tu vois, pour être sûre. Ce livre, c'est vraiment pour moi le contre-argument éclatant à montrer à plein de gens qui penseraient que la littérature serait forcément long, compliqué, ardu et éloigné d'eux. C'est un livre qui est court, c'est une langue qui est simple, c'est des émotions pures et accessibles à tous narrativement. Ce livre, c'est de l'excellence démocratique, c'est un truc que tu peux mettre entre toutes les mains
Et d'ailleurs, c'est un coup de magie qui réussit souvent. Souvent, les gens qui le lisent disent « Putain, la puissance !» Et vraiment, tu prends le ratio, tu prends la taille du livre dans tes mains et l'immensité de l'effet qu'il te fait, c'est bouleversant. Donc ce livre, pour moi, c'était une évidence de le mettre parce que c'est plein de choses à la fois. Déjà, si je dois faire la liste très bêtement des livres qui m'ont le plus touché, il est évidemment dans le top. Et puis même, je trouve que la leçon de littérature qu'il nous donne est magistrale. Parce qu'on parlait à l'instant de ce truc justement de la littérature américaine et de la simplicité. Il y a des scènes, par exemple, dans La Suite des Trois Mousquetaires, tu as la scène de la mort de Porthos, ils finissent tous par mourir au bout de 4 livres, je ne spoil pas grand-chose, qui est un morceau de bravoure d'émotion parce que voilà, il y a des mots par-dessus des mots qui vont aller te chercher avec une... Vraiment, c'est une démonstration d'émotion. Alors que Des souris et des hommes, il suffit d'une phrase, il suffit de 3 mots. Moi, vraiment, tu me dis « ça va bien se passer ». Aujourd'hui, on pense à Gérald Darmanin, ce qui est très triste, mais je pense à Des souris et des hommes. Tu me montres un lapin, je peux fondre en larmes. Il aura fait ça. Il aura réussi à mettre toute la puissance de 20 pages d'émotion dans une phrase. Parce que c'est la phrase bien choisie. Et tu vois, on parlait tout à l'heure des 2 niveaux de lecture. Il y a un truc que j'aime bien, c'est vraiment me dire que dans chaque chapitre, je parle du même livre, mais sur des tons différents. Pour Des souris et des hommes, je fais une image qui est peut-être qui ferait hurler plein de puristes littéraires, mais qui m'est venue. Je me disais, l'écriture de Des souris et des hommes, c'est comme si c'était un plat de cuisine. Ce serait un plat avec très peu d'ingrédients, tous excellents, et qu'on a très peu travaillé pour pas en gâcher le goût. Genre, c'est un pur plat de pâtes napolitaines. Tu prends juste des pâtes, la meilleure tomate du monde, la meilleure huile, et c'est tout. Et c'est banger. Ouais, à l'inverse, tu prends Belle du Seigneur d'Albert Cohen. Là, si c'était de la cuisine, ce serait 25 ingrédients, tous sophistiqués. Ce serait de l'huile de je sais pas quoi torréfiée, saupoudrée d'émulsion de je sais pas quel truc, sur des choses toastées, laquées, déglacées, snackées. Enfin, c'est de la sophistication. Je dis pas que l'un est meilleur que l'autre, mais les images qui me viennent, c'est ça, la complexité face à la simplicité. Donc j'ai ces images un peu bordéliques de la cuisine, mais aussi dans les chapitres, je zoome sur les textes. Je prends un bout de Des souris et des hommes et je dis, regardez ce qu'il fait avec les verbes, regardez ce qu'il fait avec les sujets. Regardez comment on n'a accès à aucune pensée interne et pourtant on devine tout ce qui se passe dans leur tête. Et je fais pareil pour Belle du Seigneur. Regardez les adjectifs, regardez les accumulations, regardez comment il reproduit les accents avec les mots. Donc à chaque fois dans les chapitres, il y a ça. Il y a les images pour résumer et le zoom précis sur le texte pour en savoir plus. Moi, j'ai eu des traumas de commentaires composés bac français. Moi, tu vois, mais c'est ça. Je voyais les trucs soulignés, etc., l'analyse logique. Mais c'est génial. Tu sais que c'est ouf. J'ai détesté le faire quand il fallait que je le fasse. Je savais pas le faire quand il fallait que je le fasse. Et là, maintenant que je le fais pour le plaisir, je suis la meuf qui fait des zigouigouis dans sa marge et qui entoure des trucs. Peut-être que c'est bordélique, mais en tout cas, c'est que de l'enthousiasme. T'aurais pu être prof de français ? Je sais pas, franchement. Il faut des talents que j'ai pas pour être prof de français. Mais en tout cas, c'était cool pour moi aussi de renouer avec ça. J'ai fait une prépa littéraire où j'étais pas très bonne parce que je suis dans une prépa trop dure pour mon niveau. Et donc je sais que je me prenais vraiment des sales notes parce que j'arrivais pas à parler de littérature comme il fallait. Moi, j'avais un rapport... personnel à la littérature, je me faisais un peu un fantasme de la prépa. Moi, je pensais que ça allait être comme dans le cercle des poètes disparus, quoi, qu'on allait tous parler littérature avec fougue. En fait, non. Il y avait une copie à rendre, il fallait qu'elle obéisse à des règles, et si c'était pas le cas, tu te prenais un 5 sur 20. Et ce livre-là, liste de lecture, c'est un peu ma revanche sur ces années de prépa, parce que je parle de livres exactement de la manière qui me plaît, exactement de la manière qui ferait s'évanouir mes profs de prépa, avec voilà, toute peut-être la vulgarisation qu'ils ont en horreur. Mais j'ai adoré le faire, et je trouve ça... cool d'avoir redébloqué ce rapport d'analyse des textes, mais à ma sauce. Et puis tu donnes quand même envie à des milliers de personnes de le lire. J'espère. Et je trouve que c'est quand même une des choses les plus importantes. On va pas avoir le temps de continuer là-dessus, on va passer sur ça. Ok. Désolée, je suis beaucoup trop long. Non, au contraire, c'est passionnant. Je pourrais... Un peu. Mais je suis d'accord, il n'y a pas plus belle victoire. Il n'y a pas plus belle victoire que de faire lire un livre. Il n'y a pas plus... Et pour ça, quand tous les moyens sont bons. Quand quelqu'un t'envoie un message et te dit « je ne lisais plus », je me suis remis à lire parce que j'ai écouté ce conseil-là. Là, dans ma tête, c'est comme les salles de contrôle des fusées à Houston qui font ouah. Banger. Alors, mon Raph a eu une idée incroyable qui est de te donner des incipits de livres. Bande de fourbes. Et de nous dire dans quel livre est-ce qu'il est. C'est des livres qui sont dans ton livre. Ah bah ça devrait sauf aller. peut-être quelques pièges. Ok. Je sais Sauf pas. peut-être quelques pièges. On verra. Putain, qu'est-ce que ça va être Raph, tu commences. Allez. Descendu de cheval, il allait le long des noisetiers et des églantiers, suivi des 2 chevaux que le valet d'écurie tenait par les rênes, allait dans les craquements du silence,
torse nu sous le soleil de midi, allait et souriait, étrange et princier, sûr d'une victoire. Belle du Seigneur. Ouais. Bien joué. J'ai eu très peur. Alors, à quelques miles au sud de Soledad, la Salinas vient longer le pied de la colline et coule, profonde et verte. Des souris et des hommes, Steinbeck, la vallée de la Salinas, c'est son cadre signature. Non, c'est un piège? Non, c'était ça? C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Attention, pas facile celle-là. Tout arrive d'un coup. La sueur glacée, le brouhaha autour, les jambes qui faiblissent. Bah, ça, c'est le livre que j'ai écrit. C'est Les le Vivants premier roman. de Ambroise Chalumeau. Franchement, faut se mouiller la nuque entre Steinbeck et le mien. Hein. C'est pas du tout le même niveau. Elle est dure avec elle, mais elle a beaucoup de talent. Non, j'aime juste Entre beaucoup ça Steinbeck. et Françoise Sagan, tu dis dans ton livre que tu t'es un peu inspiré, ou en tout cas que ça a été une sorte de matrice au départ pour te pousser à écrire ce livre-là. J'oserais jamais dire que... Enfin, oui, c'est un peu ça. Disons que... je dirais pas que j'ai cherché à imiter Sagan ou à faire du Sagan. En revanche, je pense qu'effectivement, si j'ai pu publier ce livre aujourd'hui, c'est grâce à Sagan, dans le sens où, quand je l'ai lu Bonjour Tristesse, je trouve que Bonjour Tristesse, c'est un livre qui autorise. C'est un livre qui autorise plein de jeunes lecteurs à se dire « Ok, la littérature, ça peut être ça. L'adolescence, ça peut être une matière littéraire. C'est pas parce que ça parle de moi, pas parce que ça parle de choses aussi ordinaires que de l'adolescence, que ce serait pas de la grande littérature. Je trouve que c'est un livre qui repousse les horizons. L'idée qu'une jeune fille de 17 ans puisse sortir un livre qui parle de sa vie ordinaire et que ce soit avec une langue ordinaire, magnifique, hein, mais à taille humaine, et que ce soit un chef-d'œuvre qui change l'époque, bah ça autorise quoi, des millions de jeunes gens derrière elle. Et c'est vrai que moi, j'ai jamais prétendu faire un truc à la hauteur de Bonjour Tristesse, j'oserais pas, mais à un moment, j'ai eu 17 ans, j'ai vécu des trucs, j'avais plein d'idées, et je me suis autorisée à les écrire et à me dire que peut-être ça valait le coup. Et ça, c'est grâce à elle, c'est sûr. Et ça vaut le coup, parce que je tiens quand même à dire un truc, c'est que ça faisait très longtemps, peut-être facilement 1 an ou 2, que j'avais pas lu un roman de A à Z sans m'arrêter. C'est-à-dire j'ai lu les 300 pages d'affilée de ton roman. Alors je préparais l'interview, donc voilà, mais par ailleurs, je n'ai pas regardé mon téléphone. C'était vraiment, ça se lit tout seul. Merci c'est très beaucoup. prenant, donc non, franchement, c'est... Et Raph, il est quand même un grand lecteur. Et c'est vrai, je te l'ai écrit sur WhatsApp. Il lit énormément et il a beaucoup de connaissances littéraires. Donc il m'a envoyé un message et il m'a dit « Putain mec, je l'ai lu d'une traite et tout. » Alors moi, malheureusement, j'ai pas eu le temps de le lire. Mais en tout cas, c'est vrai que tu m'en avais fait des éloges. Ah bah merci beaucoup, vraiment. Ça me fait trop Donc plaisir. lisez-le, Les Vivants de Ambroise Chalumeau. Et le jeu continue. Et tout à fait, C'est c'est pas parti. fini, t'es pas sorti d'affaire. J'ai passé les épreuves pratiques du CAPES dans un lycée de Lyon à la Croix-Rousse. Bah c'est pas Bonjour Tristesse, ça? Non, parce qu'elle parle de son mec. J'ai passé les préparatifs du CAPES à la Croix-Rousse. Dans un lycée de Lyon Lyon. à la Croix-Rousse. Bah, Lyon, qu'est-ce qui se passe à Lyon? À Lyon, il y a Virginie Despentes qui vient de Lyon, mais ça n'a pas de rapport. Non. Merde, vous me cueillez. Est-ce que t'es Benaziz Atta? De quoi? Alors, Fini la fin de ma phrase. Si, je pense qu'on peut le faire très bien. Est-ce que t'es Benaziz Atta? Là. T'es Benaziz Atta? Chaise, Non. En dehors d'une chaise, c'est quoi? fauteuil. Ah non, ouais, vraiment, je suis con. Ok, place. La place, mon Dieu. Ah putain. J'ai Ah oui, non, j'ai bugué. tenté tant bien que mal. Non, elle est désolé. très anodine, enfin tu vois, c'est ma Oui, première mais phrase. j'aurais dû. Pardon, Annie Ernaux. Pardon. C'est pas un exercice facile. À toi, Raph. À moi. Alors, Putain, faut que je relève l'honneur là. je pense que c'est un peu plus facile ce coup-ci. À Béna, ma mère, un marin anglais la viola sur le pont du Christ the King, un jour de 1600 et quelques, alors que le navire faisait voile vers la Barbade. Moi, Tituba sorcière de Marie Scondé. Oh, quelle première phrase. Quelle première phrase. très beau. Quelle première Là, tu te dis, ah ouais, on est vraiment là pour rigoler là. Ouais, Dès on va passer dès un la bon première moment en phrase. famille. Attention. Toutes les familles heureuses se ressemblent, mais chaque famille malheureuse l'est à sa façon. Ça, je crois que je sais qui c'est. Il n'est pas dedans, on Non, est il est pas d'accord. dedans. On est d'accord que c'est russe. Oui, On est d'accord que c'est Tolstoï. on est d'accord. On est d'accord que c'est Anna Karénine. Oui. On est d'accord. Ok. Exactly. Bravo. Bien Quelle joué. pure phrase par ailleurs. Quelle pure phrase de fou. C'est Incroyable. magnifique, ouais. Ouais. Je me tiens debout à la fenêtre de cette grande maison dans le sud de la France, tandis que tombe la nuit qui mène à l'aube. La plus terrible de ma vie. La chambre de Giovanni de James Baldwin. Ça, franchement, déjà, c'est une phrase, tu la lis, tu fais. Ah ouais, d'accord. Mais Ok. tu as dit dans ton livre que tu l'as trouvé génial. Mais quelle phrase! Enfin, on reçoit énormément de livres, je pense, vous et moi, et donc c'est vrai que la science d'une bonne première phrase qui te retient, là tu te dis, voilà, donc je suis à une fenêtre, à une nuit, nanana, qui mène à l'aube la plus terrible de ma vie. Et du coup, tu lis la deuxième. Ouais, bien sûr. C'est engagé. Et surtout que c'est fou parce que
Tu vois, moi, c'est pour ça aussi que j'aime énormément Paul Auster, parce qu'il a l'art des premières phrases qui sont absolument folles. J'aime beaucoup les écrivains qui ont ce début où ils t'arrachent à toi-même. Dès la première phrase, tu te dis « Ok, j'ai à faire quelque chose, quoi. » Et je trouve que les livres où il faut une centaine de pages pour pouvoir rentrer à l'intérieur me demandent beaucoup plus de De difficulté. quel livre tu parles, par exemple, Chris? Mais tu vois, Un concours, par exemple. Je ne parle pas de livres. je peux vous donner ma théorie foireuse de fin de soirée. Il y a plein de premières phrases de livres qui sont très célèbres, Ouais. mais est-ce que parfois, et là je pense à ton copain Proust, les premières phrases sont pas aussi célèbres parce que personne a dépassé la première phrase, alors que tu as une autre catégorie de livres, c'est les livres dont la dernière phrase est célèbre. Et ça c'est quand même assez merveilleux. Parce que une première phrase c'est important, mais une dernière phrase c'est encore plus important parce que tu restes avec et quand elle est belle tu l'emportes avec toi. Eh ben, Bon alors, justement, une dernière phrase. Celle de Gatsby Une dernière Magnifique. phrase, and so we beat on, boats against the current, Born back ceaselessly into the past. Dernière phrase de Gatsby Magnifique. Elle est marquée, elle est gravée sur la tombe de Fitzgerald, cette phrase. Et c'est vrai qu'un livre qui a une dernière phrase célèbre, bah, ça prouve déjà que tout le monde l'a lu jusqu'au bout. Et c'est merveilleux, le cadeau d'une dernière phrase que tu emportes avec toi. Elle est incroyable, cette phrase. Eh ben, merci beaucoup les amis, j'ai passé un super bon moment. Moi aussi, C'est trop cool. d'ailleurs, je fais On trop pourrait long. on pourrait discuter encore pendant des heures, Ah, carrément. mais les caméras nous lâchent. Désolée. Il n'y a pas Bon. ça à la télé, tu vois. Il n'y a pas ça à la télé. Les amis, je vous invite évidemment à vous procurer le dernier livre de Ambre Chalumeau, Liste de lecture, où tu répertories 20 livres cultes qui t'ont vraiment touché dans ta vie. Voilà, c'est aux éditions de l'Iconoclaste. C'est aux éditions de l'Iconoclaste, c'est magnifique. J'aime beaucoup les éditions de l'Iconoclaste. Et chez Stock, Les Vivants de Ambre Chalumeau. Allez-y, vous avez tout en description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Si vous avez des suggestions, vous aussi, de livres que vous conseillez de lire, n'hésitez pas aussi à le mettre en commentaire. Si vous avez des reproches, ne les mettez pas en commentaire. Ou alors envoyez un message à Ambre uniquement. Et puis passez à tous une excellente journée. Merci beaucoup Ambre. Merci très beaucoup à bientôt. vous, merci à vous.